Salut beau gosse, salut belle gosse. Je viens tout juste de terminer la saison 4 de Stranger Things et je dois dire que je suis tout émoustillé, c'était mieux qu'une première fois, j'ai pas peur de le dire même si c'est dégueulasse. J'ai passé un moment absolument phénoménal et de tout l'univers cinématographique, que ce soit les films, les séries, le cinéma, enfin bref t'as compris, je pense véritablement que Stranger Things est actuellement ce qui se fait le mieux. Vraiment en termes de divertissement pur, c'est vraiment en haut du panier et ça va devenir légendaire dans quelques décennies. En fait c'est peut-être déjà le cas même. Je suis vraiment en train de comprendre pourquoi il y a des gens qui pètent les plombs en écoutant du Kate Bush dans la rue. Ouais, non, je crois que ça va trop loin encore une fois. Je vais arrêter de faire le con 5 minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors à la fois, ça va être une vidéo où on va analyser la fin, on va théoriser sur l'avenir, l'après, la saison 5. Je vais également essayer de vous faire une sorte de pseudo-critique en vous donnant mon avis sur la fin de la saison 4. C'est un peu tout qui se mélange et évidemment, ça va spoiler à mort. Alors si t'as pas terminé la saison 4, file la voir, file la terminer, sinon tu vas t'en prendre une dans la gueule. Et avant qu'on commence, vous savez que vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Si la vidéo te plaît, si mon argumentation te plaît, si tu passes un bon moment, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pour t'abonner, ça ferait toujours plaisir. Sinon je sors le gant de l'infinité, je claque des doigts et puis hop, c'est la fin du monde. C'est quand même pas mal, hein. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça quand je suis de bonne humeur. Bon alors, il se passe quoi à la fin de cette saison 4? Cette nouvelle saison de Stranger Things se termine par une funeste fin. Malgré que nos différents protagonistes ont tous participé à leur manière à la victoire contre Vecna, ils doivent faire face à des pertes importantes et surtout à l'ouverture d'un quatrième portail. Un quatrième portail représentant la plus grande menace qu'ils aient jamais connue. Il est bien possible que le monde à l'envers se transfère vers notre propre réalité et que Vecna et ses monstres soient comme les chevaliers de l'apocalypse. C'est la première fois qu'on a une fin qui n'en est pas véritablement une. D'ailleurs, les paroles de Vecna à propos de cela sont symboliques, c'est-à-dire que c'est le début de la fin. Il dit ça dans un épisode, c'est le début de la fin avec sa petite voix suave là. C'est à la fois symbolique puisque ça signifie pour nos personnages que c'est bientôt la fin de leur aventure. Il va y avoir une sorte de résolution à tout ça et après ils vont pouvoir passer à autre chose. Et en même temps, c'est métaphorique. Ça y est, on approche de la fin de Stranger Things. Pour le spectateur, ça va bientôt être fini avec une ultime saison. Et puis tout comme nos personnages, il faudra passer à autre chose. Et ça fait quand même mal au cœur, je vais pas vous mentir. Parce que je vais pas vous mentir, quand le dernier épisode de la saison 4 il s'est terminé, à la fois j'étais heureux de ce que je venais de voir, véritablement j'en demandais pas autant, je m'attendais pas, parce que vraiment c'est sincère, je m'attendais pas à une saison 4 aussi extraordinaire. Et puis surtout, vous avez été nombreux à me le dire, mais j'ai été assez difficile avec la saison 2 et 3 qui je trouve n'arrivait pas à innover profondément, alors qu'ils disposaient d'un univers qui est complètement incroyable et complètement irrationnel. T'as de quoi faire avec l'univers de base de Stranger Things. Et donc quand j'ai terminé la saison, j'étais tellement heureux d'avoir une saison 4 qui répond vraiment aux exigences que j'avais et qui arrive véritablement à profiter de la richesse de l'univers, à nous faire voyager, alors que pourtant on reste dans Hawkins, on reste avec les codes de base, mais ils sont utilisés avec parcimonie pour créer quelque chose d'unique du début à la fin de l'aventure. Et bien en même temps, j'avais un sentiment de tristesse parce que je voulais jamais que ça se termine. Tous les axes qui ont été développés dans Stranger Things saison 4 m'ont plu, ils m'ont touché, il y a même eu des moments d'émotion qui sont parvenus à moi alors que je m'y attendais pas forcément. J'avais pas du tout envie que la saison se termine, ça aurait pu durer encore 10 épisodes, vraiment j'aurais été à fond dedans, tellement que j'étais ancré dans cet univers et prêt à accepter les défauts et surtout les qualités évidemment. Et je pense que quand tu tombes amoureux d'un univers et que t'as jamais envie que ça s'arrête, ça prouve véritablement que les réalisateurs, ils ont réussi leur boulot, ils ont réussi à t'immerger dedans et à ce que tu tombes dans les pommes devant la fiction. Ouais, vraiment, j'étais émotif, j'avais pas envie que ça se termine, j'avais pas envie qu'il y ait une fin à cet épisode. Et si j'ai notamment passé un excellent moment, c'est que je trouve que Stranger Things utilise vraiment de la bonne façon ses particularités et ce qui rend l'univers unique, avec notamment le monde à l'envers. C'est la première fois qu'on plonge véritablement dans l'univers du monde à l'envers, et la fin d'ailleurs confirme cela, le monde à l'envers qui va intervenir sur notre réalité. Ils ont développé cela de la meilleure des façons possibles dans cette saison, et surtout on apprend que le véritable maître de ce monde à l'envers, de cette dimension un peu démoniaque qu'on ne comprenait pas véritablement, d'ailleurs il dévoile un peu des réponses, ce qui fait quand même plaisir, on a quand même une saison qui dévoile un peu des mystères de ce qui fait aussi le charisme de la série depuis le début, et bien on découvre que c'est Vecna le maître et que le flagelleur mental est l'une de ses créations. D'ailleurs ça confirme l'une des théories qu'on évoquait dans cette vidéo que j'ai faite, où on parlait du fait que Vecna est un peu le gourou du monde à l'envers. Le gourou c'est pas très joli, c'est pas Charles Manson non plus, du moins c'est celui qui a un peu façonné le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'il est tombé dans cette dimension à la suite de son combat avec 11 et que après il a un peu fait comme un artiste, créé l'univers à sa propre façon, il l'a un peu agencé avec des créatures et notamment le flagelleur mental qui est donc son chien, qui est son toutou, il le tient en laisse le bâtard. Et donc en plus de créer un univers charismatique qui utilise véritablement ses qualités à son profit, qui utilise de la musique de la bonne façon avec des scènes qui rentrent en cohérence avec la musique tout simplement, c'est rare parce que des fois on a des films où vraiment je te jure on a de la musique mais elle ne sert pas du tout le propos. Là on a une
musique qui rentre avec la mise en scène et qui te sert le propos et qui réussit à t'intégrer encore plus en tant que spectateur et te procurer des frissons aux fesses. En plus d'étendre la complexité de son univers, de prendre une direction plus mature, et quand je dis ça, c'est qu'on a vraiment une teinte plus sombre. Rappelez-vous ce que je disais dans ma précédente critique sur Stranger Things, c'est qu'on a un peu la cision qui rappelle Harry Potter. Harry Potter 1 et 2, ils sont très enfantins, et puis tu passes 3, 4, 5, 6, 7, et ça devient de plus en plus sombre à mesure que les personnages grandissent, et surtout que tu te rapproches de la fin. C'est exactement ce qui se passe avec cette saison 4. Et bien la saison se permet également de modifier ta perception des précédentes, c'est-à-dire que maintenant quand tu vas regarder la saison 1, 2 et 3, tu vas plus voir le flagelleur mental comme l'antagoniste principal qui essaie d'intervenir dans notre monde, tu vas voir Vecna qui en fait est là depuis le début. Ça te renverse ta perception, ça te modifie la façon dont tu percevais les précédentes saisons, et donc quand tu vas les regarder, tu vas les regarder avec un nouvel œil, et j'adore quand on fait ça, mais avec qualité, que ça te dénature pas la voix originale, au contraire là ça va t'améliorer la vision, c'est exactement ce qu'il fallait faire, les mecs sont trop forts. Alors du coup j'ai en face de moi les notes que j'ai prises pendant que j'étais en train de visualiser la série, vous avez vu que j'ai quand même bien fait mon boulot pour vous. J'ai noté notamment la séparation des personnages, pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça cool. D'habitude dans les séries quand les personnages sont séparés, je trouve que c'est rapidement chiant et c'est jamais bien exploité. Là au contraire c'est super bien exploité, le fait que les personnages soient séparés c'est vraiment au propice du récit, pour t'intégrer encore plus, pour créer un sentiment de menace mondiale. En plus c'est cohérent avec les propos de la série qui te disent que Hawkins avec le monde à l'envers, ça va créer une sorte d'apocalypse dans le monde. La ville de Hawkins, les conséquences qui s'y passent, ça va être pour le monde entier avec ce qui se passe à la fin de la saison. Et bien malgré le fait qu'ils soient séparés, ils ont tous une conclusion à leur axe, ils ont tous un danger qu'ils doivent mettre au profit pour combattre en fin de compte la même chose, le monde à l'envers, et je trouve que c'était plutôt bien amené, notamment avec Hopper et Joyce qui sont pour moi vraiment un axe de combattant, un axe qui est vraiment un peu plus violent presque et que j'ai vraiment aimé. Quelle que soit la menace qu'ils affrontent, même s'ils sont séparés, ils participent tous à leur manière à l'histoire, et ça prouve qu'il y avait vraiment une volonté de les séparer, mais pour rendre la chose cohérente, pour participer à l'histoire et pas pour créer un truc un peu inédit, un peu nouveau qui sert pas du tout le propos. J'ai bien aimé également la rédemption de papa, le papa d'Eleven. Même Eleven est en train de se rendre compte à la fin, au moment où il meurt, quand il le libère avec le collier, etc. Il est en train de se rendre compte que finalement il était pas si méchant que cela. Il essayait de percevoir ses intérêts, mais en même temps les intérêts du monde, et il le faisait à sa manière, avec vraiment quelqu'un de scientifique, de rationnel, qui évalue chaque problématique, chaque probabilité, et qui pense que c'est la vérité à chaque fois, mais il oublie la force de l'amour. C'est un peu ça le message qui est cliché, mais c'est plutôt bien développé, c'est pas fait un peu de façon trop gnangnan, et il a une rédemption puisque à la fin, lorsque ça se termine, on commence à l'apprécier en fin de compte. J'ai noté aussi la prouesse visuelle de la série, pour moi c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'on a enfin une saison qui a la démesure de l'univers. L'univers de Stranger Things a toujours été quelque chose de complexe. La saison 3 s'en sortait plutôt pas mal avec cette espèce de boss final à la fin qui montrait vraiment la qualité des effets spéciaux et le budget qu'avait cette série et où elle pouvait aller. Et là on a enfin quelque chose qui a la démesure de la complexité de l'univers de la série, qui va en profiter pour t'immerger dans un monde à l'envers qui visuellement est absolument époustouflant. La scène de fin aussi, avec cette espèce de neige, cette espèce de matière noire qui provient du monde à l'envers, qui est en train de complètement modifier le paysage de la ville d'Hawkins, ça aussi visuellement j'ai trouvé que c'était magnifique, et puis ça prouve que la ville d'Hawkins est en train de changer, et qu'on va avoir une saison 5 qui va également changer, et qui va avoir un goût de fin. J'ai noté aussi la scène de l'hélicoptère, que je trouve absolument incroyable, quand Eleven fait exploser l'hélicoptère. Là encore une fois, t'as une démesure du plan, quelque chose qui est absolument magnifique, super bien amené, et qui visuellement vraiment t'inspire quelque chose. Tu vois encore une fois la démesure du budget de la série, et qui a un vrai travail artistique derrière. J'ai noté également plusieurs clins d'œil, vraiment ça m'a émoustillé. L'introduction de l'épisode 8 commence avec une petite, ou plutôt au moins une grosse référence à Freddy, et d'ailleurs toute la saison 4 est construite comme une énorme référence à Freddy. D'ailleurs c'est Freddy l'inspiration principale je pense, mais c'est même évident. Vous connaissez le personnage de Freddy Krueger, il intervient dans les rêves un peu comme Vecna qui te met dans une dimension parallèle pendant qu'il te possède. On a Nancy qui est possédée au début de l'épisode 8 et qui s'appelle donc Nancy, et donc il y a Vecna qui est en train de l'immerger dans une espèce de rêve et qui en même temps arrête pas de dire Nancy, Nancy. Ça fait donc écho à Freddy Krueger avec notamment les griffes de la nuit qui plonge également le personnage de Nancy dans le monde des rêves. C'est assez intéressant de voir deux figures de Boogeyman qui sont à la fois complémentaires et qui en même temps s'opposent, et d'avoir deux Nancy différentes qui sont en quelque sorte possédées par un Boogeyman. C'est complètement une rêve du début à la fin. J'ai également explosé de rire avec le masque de Michael Myers, ils s'en servent pour se dissimuler. Ça j'ai trouvé que c'était vraiment propice, vraiment drôle, c'était absolument extraordinaire, et en plus ça fait écho à la saison 2 où Max est déguisé en Michael Myers. Il y a une autre référence à Halloween avec le personnage de Michael Myers. Quand Vecna il est combattu à la fin et qu'il perd, il tombe du balcon, et lorsqu'il regarde à travers le balcon par la suite, il se rend compte qu'il est plus là. Ça fait évidemment écho
à Halloween premier du nom de John Carpenter, où Michael Myers il tombe du balcon et lorsqu'il regarde à travers le balcon, bah il est plus là. C'est un parallèle qui est également troublant et j'ai trouvé ça plutôt bien amené et assez discret en fin de compte. Si tu connais pas les films, tu t'en rends pas compte. J'ai également des choses qui m'ont rappelé d'autres univers horrifiques, mais je suis pas sûr que ça soit des références. Il y a tout d'abord Hopper qui est dans la neige en Russie avec cette espèce de lance-flamme, ça m'a fait penser face à ces créatures également à The Thing en fin de compte. Voilà, un peu il affronte les extraterrestres, sauf que là, les extraterrestres avec le lance-flamme, bah c'est pas des extraterrestres mais c'est plutôt les créatures du monde à l'envers et le démon Gorgon. Je pense pas du tout que ce soit un parallèle, mais au niveau de l'ambiance et des sensations, ça m'a rappelé vraiment ça, surtout avec cet aspect de survival dans cette espèce de laboratoire secret des Russes. J'ai trouvé ça plutôt bien amené et ça m'a fait évidemment penser à ce film qui est parfait, The Thing. Il y a également un autre truc qui m'a titillé, il y a une scène où ils sont avec des lanternes bleues dans une espèce de noir complet, ça m'a rappelé évidemment Insidious, avec cette espèce de dimension également du monde à l'envers, mais cette fois-ci c'est un peu le paradis ou plutôt l'enfer, ouais l'enfer, le monde des esprits. Et bien ça m'a rappelé évidemment Insidious, ces scènes emblématiques, et là il y a un parallèle également qui est troublant, mais on voit vraiment qu'il s'inspire de tout un tas d'œuvres, qu'il y a possiblement des choses qui peuvent les inspirer qui soient assez subtiles. C'est vraiment une ode aux films d'horreur et à tous les fans des films d'horreur. Si tu aimes les films d'horreur, si tu connais l'univers de l'ensemble de ces œuvres horrifiques, tu vas forcément passer un bon moment devant Stranger Things, qui je trouve respecte profondément les fans, c'est-à-dire qu'on a vraiment une série qui te prend pas pour un con quand tu aimes les films d'horreur, qui te met parfois des clins d'œil grossiers, mais qui essaie de travailler des clins d'œil assez subtils. C'était le cas aussi avec l'épisode qui ressemblait à Hannibal avec Nancy, qui allait dans une sorte de sous-sol interroger un prisonnier. C'était évidemment une référence à Hannibal, mais c'était assez subtil et ça servait au récit encore une fois. Et ça fait du bien d'avoir une série qui te fait des références quand tu aimes les films d'horreur et qui surtout te respecte en tant que fan de films d'horreur qui sont considérés comme une sous-culture malheureusement même encore aujourd'hui. Et donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on envisage les pistes possibles pour la saison 5. Quand cette saison 4 se termine, tu comprends que c'est vraiment l'introduction, une grosse introduction mais de qualité pour la saison 5 qui va venir, avec une fin un peu douce mais en même temps amère par rapport à tout ce qui se passe. Tu comprends que les enjeux de la saison 5, ça va être visiblement avec ces particules, le monde à l'envers qui va intervenir sur notre réalité et qui va sûrement causer des dégâts d'ailleurs. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir, une armée de monstres qui va terroriser la ville d'Hawkins. Vraiment, si on voit ça, visuellement, l'intérêt et aussi la façon de se démarquer avec les précédentes saisons, d'avoir une espèce d'apocalypse du monde à l'envers sur Hawkins, je trouve que c'est une idée absolument formidable et j'espère, et logiquement ça va être ça, j'espère qu'ils vont se diriger vers cette direction. Il y a également quelque chose qui m'inquiète, c'est par rapport à Hopper. Il y a Will au bout d'un moment qui te sort une sorte de parchemin qu'il a dessiné avec un chevalier et une épée, et le chevalier c'est celui qui est en quelque sorte le protecteur, le héros de cette histoire. Et dans cette histoire-là, j'ai vraiment la sensation que Hopper est le héros dans le sens où il y a notamment l'épée, il y a également le moment où il combat avec le démon Gorgon, c'est vraiment l'incarnation même depuis la saison 1 du chevalier blanc qui protège la ville de Hawkins, et donc j'ai un peu peur qu'avec cette saison 5, le destin d'un chevalier c'est de mourir pour un sacrifice en quelque sorte. Donc est-ce que ça va être ça qui va se passer? Je sais pas pourquoi, mais je mise pas mal là-dessus, et je trouve qu'au niveau de l'imagerie et la manière dont est traité Hopper, il y a vraiment cette idée qui est sous-jacente. Je pense que c'est possiblement lui qui va périr dans la saison 5, c'est que ma théorie, mais la façon dont visuellement c'est travaillé, ça me fait profondément penser à ça. On comprend également avec le dernier plan de la saison que c'est véritablement 11 qui est la clé de tout ça, qui est vraiment la personne qui peut résoudre l'ensemble de ses problèmes. Sans elle, la ville d'Hawkins, elle serait déjà condamnée. Il y a donc le dernier plan où elle avance, elle se met en avant, elle est prête à combattre, elle a vraiment sa force et ses pouvoirs qui sont devenus vraiment principaux en elle. Donc est-ce qu'on va avoir une apocalypse de démons? Est-ce qu'on va avoir le monde à l'envers qui va vraiment intervenir, ces espèces de portails qui font un peu tremblement de terre? Et d'ailleurs c'est comme ça que c'est justifié, c'est qu'il y a eu un séisme qui a complètement bouleversé la ville de Hawkins. Également voir aussi comment le personnage de Max va évoluer. Elle a survécu oui, mais à quel prix? Est-ce qu'elle va rester aveugle indéfiniment? Est-ce qu'elle va avoir les membres brisés? Est-ce qu'elle va devenir handicapée? Ça peut être aussi un moyen de développer un axe plus mature dans le sens où il y a vraiment quelque chose de sinistre derrière. Et avec cette saison 4, on comprend que nos personnages ne sont pas à l'abri. Je trouve déjà que c'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu plus de morts et que Eddie était la seule victime de tout cela. Donc avec la saison 5, il va y avoir quelque chose d'encore plus dangereux. Si Max a survécu là, va forcément y avoir un personnage qui va mourir. En plus, on a eu Hopper avec la saison 3 qui a survécu. Va forcément y avoir des gros dégâts et des personnages principaux qu'on aime qui vont mourir. Et donc ce qui est fou, c'est que lorsque la saison 4 se termine, t'es en confiance. T'es en confiance parce que t'as vu qu'ils étaient capables de renouveler un concept, de te proposer de la nouveauté par rapport à ce qu'on avait déjà vu avec la saison 4, et en même temps tu sais dans quelle direction ils vont partir pour la saison 5, qu'ils ont un éventail de possibilités et qu'ils peuvent pas se foirer. En tout cas, on croise les doigts. Le plus long maintenant pour les spectateurs et donc pour nous, ça va être d'attendre, et là on n'en peut plus déjà. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dans cet univers. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de votre propre avis, et vous savez que je réponds à tout le monde et j'ai vraiment la curiosité de voir ce que vous avez pensé. Et puis on se retrouve bientôt, c'était Mère Romain, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao bene les amis. Thank you.